Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission, un nouveau concept, puisque c'est le premier épisode de la séance du boomer. Avant de vous parler brièvement du concept de cette nouvelle émission, je vais pas parler plus longtemps tout seul et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le beau parleur du cinéma. Comment ça va, mon beau parleur? Bah écoute, plutôt bien, comme j'ai dit, fatigué de la semaine, mais ça c'est comme toutes les semaines, comme tous les jours. donc en fait ça va très bien. C'est déjà le plus important, parce qu'on enregistre ça un vendredi, on a eu tous les deux notre semaine de boulot et on en a plein le dos pour rester poli, mais on est content de se retrouver pour parler d'un film. Exactement. Alors, Un film que tu as tu... proposé, hein, précisons quand même, c'est ta proposition. oui, Et mais tu es à l'origine même du concept de cette émission. à ce point-là, Et, ah oui, bah oui, oui, du coup, un petit peu, un petit peu. Alors, je sais plus comment ça s'était passé. Je vous parle de comment ça s'est passé vite fait. Après, je vais vous préciser le concept de l'émission, parce qu'il y en aura d'autres. Il n'y en aura pas 150 des émissions comme celle-là, mais il y en aura d'autres. Il y a un peu plus d'un an de ça, hein, si je te dis pas de bêtises. c'est Ouais, pas possible. il y a bien un an. Il y a bien un an. On s'est chauffé à propos d'une possibilité de putain, comment on pourrait faire pour faire une vidéo ensemble et tout. Et tu m'as demandé qu'est-ce que j'aimais comme film. Je dis mais moi j'ai des goûts, mon pote, j'ai des goûts hyper particuliers. Enfin particuliers. J'aime bien les vieux films. Tu vois. Et je Non, sais bah, pas pourquoi je t'ai. ça fait citation de Fifty Shades, hein. J'ai des goûts particuliers, pas de méchant, hein. Oui, mais personne ne va mordre les dredons ce soir, d'accord? Tout va bien se passer. Ça devrait être tranquille à ce niveau-là. Et je t'ai dit, bah moi j'aime bien les vieux films, notamment les vieux films français, voilà. Et puis on a dit ah ouais tiens, ce serait, on va pas dire le film tout de suite, même s'ils ont certainement vu dans la miniature, ce sera Garde à vue, hein, voilà. Bon, on en reparle après. Et on s'est tourné autour du croupion pendant à peu près un an pour savoir comment on allait faire cette émission. Et à la fin, j'ai dit putain mais en fait vas-y. Non, c'est la version censurée. On s'était mis d'accord sur le film et j'ai mis un an pour voir le film. Il est gentil, il veut pas me mettre dans la merde, mais moi je le dis. Et ouais, bah, la vie quoi, on s'en fout, voilà, c'est pas le problème. Et vu tous les retards que j'ai mis dans la gueule à plein de gens, j'ai envie de dire, mea culpa, y a aucun problème moi. Perso, je le vis bien. Et du coup, il y a quelques semaines de ça, je t'ai recontacté, je t'ai dit putain gros, j'ai envie de faire d'élargir un petit peu ce que je fais habituellement sur les rubriques de G, pour justement ouvrir une rubrique cinéma, mais j'ai pas envie de parler cinéma des sorties récentes. C'est pas un truc qui me ressemble, c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est pas tellement mon délire. Mais par contre, je trouve qu'il y a des films de mon enfance, de mon adolescence, ou même plus simplement des vieux films que j'ai adorés et qui sont soit connus, pas connus, ou connus, un petit peu oubliés. Et c'est ce type de film que j'ai envie de faire connaître aux gens qui me suivent sur les rubriques de G, ou de leur rappeler l'existence de ces films-là et de les partager à chaque fois avec un invité, comme d'habitude, que j'aime bien, parce que généralement j'invite pas les gens que j'aime pas. Hein, on n'est pas complètement con non plus. Généralement, les gens que t'aimes pas, tu les invites pas. Voilà, encore que, mais normalement non quand même. Et voilà. Et donc, c'est la première de cette émission. Alors, je veux faire deux petits disclaimers avant vraiment qu'on commence, et puis que je te laisse aussi quand même un peu la parole. Pour te présenter aussi aux gens qui ne te connaîtraient pas. Le premier disclaimer qui me paraît super important, alors déjà, je suis pas un spécialiste comics, donc tu te doutes que je suis pas un spécialiste ciné. Loin de là. Ce que je vais dire sur le film, et je pense à peu près pour tous mes invités, on va juste parler avec notre cœur, des petites recherches qu'on a pu faire autour du film, et je ne me prétends pas spécialiste ciné à aucun moment. Donc, si un spécialiste ciné voulait s'aventurer dans les commentaires de cette émission et vouloir me faire la leçon, oh, tu vas pas rester longtemps dans la section commentaires, mon ami, et voilà, je réclame l'indulgence du public. C'est comme d'habitude, on va parler avec notre cœur, et on essaie de préparer ça quand même un minimum sérieusement, et puis de passer un bon moment tous ensemble. Voilà, c'était le petit disclaimer. Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, beau parleur, pour tous les gros abuseurs qui suivent les rubriques de G et qui ne seraient pas encore abonnés à ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi brièvement? De moi, carrément. Alors, je suis né. Non, c'est un peu lointain, peut-être. Tout a commencé en Ok. 1975. Voilà, exactement. Non, qu'est-ce que je peux dire? Bah, que j'ai une petite chaîne YouTube qui grimpe pas spécialement, qui est assez petite. J'essaye de parler d'actu et pas que, mais c'est pas facile parce qu'on n'a qu'une vie, comme on disait, 24 heures dans une journée. J'aime bien essayer de suivre un peu l'actu. À une époque, j'arrivais mieux à la suivre, c'est-à-dire les gros films, mais aussi
Par exemple, le cinéma français, qui je trouve très souvent se fait bâcher injustement d'une certaine manière. Des fois, c'est justifié, mais je veux dire, je reste vague, mais il y a un truc qui fait que je trouve que les gens sont très méchants avec le cinéma français en France. Et de temps en temps, si je peux, je parle d'anciens films, généralement un peu comme toi, c'est-à-dire des films qui me plaisent, des films qui m'ont marqué, pas forcément. Je peux parler d'un gros film, évidemment, mais aussi juste d'un de mes films cultes. Par exemple, j'en ai fait une sur le flic de Beverly Hills. Objectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un de mes films cultes. Et puis voilà, c'est la vie. Axel Follet. Voilà, clairement. Et je ne vais pas imiter l'accent d'Axel Follet parce que je sens que ça ne passerait plus du tout en 2022, mais j'en ai vachement envie parce que j'adore le flic de Beverly Hills. Mais voilà, je suis vieux, donc forcément, c'est des films de mon enfance. Ouais. Eh bien, voilà. Et merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu si rapidement. Rapidement, c'est surtout le rapidement en fait dans l'histoire. Du coup, il y a 3 jours entre chaque message où je réponds, c'est ça ce qu'il veut dire. Oh, il y a des mariages qui s'organisent plus vite que ce genre de vidéo. Et je parle des gros mariages, hein, avec banquet, vin d'honneur, tout le merdier. Hein. Il y a intérêt à ce que l'émission elle soit bien. Normalement, il y a des mariages qui se finissent pendant le temps qu'on a organisé cette vidéo. Pardon, désolé. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il y a des mariages qui tiennent moins longtemps. Donc du coup, on va vous parler d'un film qui est sorti le 23 septembre 1981 dans les salles obscures. Oh là là, il emploie le terme les salles obscures, c'est magnifique. Un film de Claude Miller que je ne connaissais pas particulièrement, en toute honnêteté, avec Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider et celui dont j'ai mangé le nom là, qui fait tout le temps de la clarinette, Guy Marchand. Guy Marchand, putain, on va parler d'un film avec Guy Marchand, incroyable. Voilà, d'abord, comment tu veux procéder? Est-ce qu'on se fait le pitch de l'histoire, après on en discute, et après on donne des petites anecdotes autour, ou c'est toi le spécialiste ciné, hein? Oh là. Je propose, pour que peut-être donner envie aux gens, peut-être qu'ils peuvent arrêter la vidéo pour le moment et ensuite voir le film, etc. Donc je propose qu'on dise de quoi parle le film, ensuite on dit les 2-3 anecdotes, on dit si on aime bien le film, et puis après, peu à peu, on va commencer à dire de plus en plus de choses sur le film, donc il y aura des secrets qui seront révélés. On va spoiler comme des bâtards. Il est hyper poli, il veut pas vous le dire d'une manière aussi claire, mais à la fin, gros, ça va parler sale de tout ce qu'il y a dans le film. Voilà. En gros. Voilà, donc c'est pour ça. Ouais, mais ça me va bien. Est-ce que tu veux faire le pitch ou est-ce que tu veux que je m'y lance? Ouais. Bah, j'essaye, et puis si jamais tu me corriges et tu refais derrière. Non. Vas-y. 31 décembre, au soir. C'est le mec qui en fait des tonnes pour rien. En fait, donc, c'est une confrontation entre un notaire et un policier. Un notaire est demandé au commissariat. Le policier l'interroge. Le policier est sûr que la personne en face est coupable. Mais la personne en face clame son innocence. 1h20 que dure le film. 1h20 d'échanges, de dialogue, de traque policière en huis clos, enfermé. Une garde à vue d'1h30. Enfin, pour nous, 1h30. Pour la durée du film, ça va durer une nuit. La nuit de la Saint-Sylvestre. Et donc, évidemment, celui qui est accusé du meurtre de 2 petites filles du côté de Cherbourg à 8 jours d'intervalle, c'est Michel Serrault qui va jouer le rôle du notaire. Lino Ventura va jouer le rôle de l'inspecteur qui va mener l'enquête, l'inspecteur Gallien. J'ai envie de dire tout le temps Gallienne quand je dis le truc, mais c'est Gallien. Et Guy Marchand, lui, c'est Belmont, qui est grosso modo l'assistant. Et il se trouve que Michel Serrault a une épouse, magnifique, légendaire, Romy Schneider. En termes de casting, déjà, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses déjà? Au niveau des noms, déjà, ça la pose là, comme qui dirait. Si on doit parler des interprétations, franchement, elles sont assez folles, assez sidérantes. Lino Ventura, il est assez sobre, mais je trouve qu'il compte son personnage à la perfection. Et il y a un truc qui est très important dans le film, c'est que il faut comprendre les intentions des uns et des autres. C'est-à-dire, c'est pas un film qui va forcément tout nous dire, même s'il nous dit tout. Mais je veux dire, c'est pas
toujours 100% clair. Je reste sur Lino Ventura, par exemple. Quel est son point de vue? À un moment, il va dire quelque chose. Mais en fait, en voyant le film, on va comprendre, je vais ne pas trop spoiler, on va comprendre qu'il a une vision des choses, on va dire. Et donc, Lino Ventura, je l'ai trouvé excellent. Serrault, je l'ai trouvé saisissant. Il arrive à être ignoble et en même temps, bah, tu sais jamais, ça c'est aussi le scénario, faut le dire, est-ce qu'il est victime ou coupable? Victime des accusations, donc, tu vois. Donc, ou est-ce qu'il est réellement coupable ou innocent? Est-ce que justement il est en train de subir quelque chose, ou est-ce qu'on est en train de traquer justement un gars qui mérite de se faire traquer, quoi, et de matraquer aussi, tant qu'on y est, au premier sens du terme. On en parlera peut-être après. Je trouve que c'est super. Et en ce qui concerne justement, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, Guy Marchand. Lui, il fait un peu l'idiot, mais c'est le rôle qui est comme ça, donc ça va très bien. Quant à Romy Schneider, alors elle a un rôle assez court dans le film, faites attention si vous êtes très fan, mais c'est un personnage qui va amener avec elle beaucoup de drame, j'ai envie de dire. Ouais, beaucoup de gravité. Voilà, beaucoup de gravité qui va enlever du mystère, mais pas totalement. C'est ça qui est aussi intéressant sur le film, c'est parce que comme c'est une discussion, on réunit des preuves pour essayer de faire que les choses matchent. Au bout d'un moment, on va dire que vous avez dit ça à telle heure, donc c'est faux parce que ça, tu vois. Mais comme ce sont des paroles, parfois il y a un peu de vrai, peut-être pas totalement. Il y a un truc comme ça qui plane sur tout le film, qui fait qu'on n'est jamais totalement sûr. Et le spectateur, tu sais, ça me fait penser, tu sais, à ces comment on appelle ça, ces tribunaux américains, où c'est des gars du peuple qui sont pris. Toi, t'es le gars du peuple et t'es là, guilty, not guilty. Tu vois ce que je veux dire? On est partie du processus, tu vois. On est les témoins privilégiés de tout, en fait. Ouais. De tout. C'est un peu comme Johnny Depp et Amber Heard, mais en 1h20. Oui, et personne n'a fait caca dans le lit de personne. C'est autre chose, c'est un autre délire. Voilà. C'est affreux aussi, mais enfin, ouais, le sujet est lourd. T'as oublié de citer les dialogues, puisqu'on l'a dit en off. Les dialogues sont écrits par Audiard, un certain Audiard. Par Michel Audiard. Et de toute façon, on aura l'occasion. On le dit maintenant ou pas? Si, on le dit maintenant. De quoi? Sur les Césars, tout ça. Vas-y, oui, on est là. En 82, si je dis pas de bêtises, c'était la 9e ou 7e cérémonie des Césars, je te dirais une connerie. Il y a eu 8 nominations pour le film et il y a eu 4 Césars. Alors les 4 Césars, tu vois, il suffit que je dise ça, puis j'ai fermé la fenêtre parce que je les ai pas en tête. Si je te dis pas de bêtises, les nominations, meilleur film, bon, ils l'ont pas eu. Meilleur réalisateur, Claude Miller, bon, ils l'ont pas eu. Meilleure photographie pour Bruno Nuiten, pas eu non plus. César du meilleur son, Paul Lenné, ils l'ont pas eu. Par contre, ils ont eu le César du meilleur scénario. Donc récompensé Claude Miller, Jean Herman et Michel Audiard. À noter que ce sera le seul César de Michel Audiard de son vivant, à moins qu'il ait eu un César à titre posthume. Mais Michel Audiard n'a été récompensé d'un César que pour ce film-là. Après, à titre personnel, j'adore Michel Audiard, donc généralement, gagner Michel Audiard quelque part sur un film, je suis assez client. César du meilleur acteur pour Michel Serrault, ou pour rebondir sur ce que tu disais, il est Michel Serrault, normalement, enfin moi, tout de suite, quand tu me dis Michel Serrault, je vois La Cage aux Folles, je vois un comique, enfin tu vois, je vois vraiment un mec qui fait rire, et il est vraiment dans un rôle à contre-emploi, recherché, voulu complètement, et ça lui permet de montrer des facettes, je pense, de son jeu d'acteur qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Et je trouve ça vraiment balèze. Guy Marchand, César du meilleur second rôle masculin et César du meilleur montage pour Albert Jurgenson, je ne saurais pas vous dire. Problème avec les noms des uns et des autres. Et tu vois, juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, toi, sur Lino Ventura, je suis un très très gros fan de Lino Ventura. Enfin, très très gros fan. J'adore Lino Ventura et je trouve le mec, au-delà de son jeu d'acteur, physiquement, il en impose. Et des fois, tu vois, en un regard, il écrase une situation. Et je trouve que dans Garde à vue, on est complètement en fait là-dedans. Il a des fois des sorties qui sont ponctuées par un regard, un silence, un truc comme ça, et qui te font peser
les scènes, mais vraiment d'une manière hyper intense. Il incarne vraiment l'inspecteur de police, quoi. Enfin, je le trouve absolument incroyable. Guy Et du coup, Marchand, vas-y. non, non, j'allais dire, et du coup, il faut pas oublier qu'il y a un truc, c'est d'avoir des individualités, mais il y a aussi l'interaction entre les acteurs. Pas Ouais. des acteurs, tu les mets ensemble, ça ne matche pas. Et là, il y a vraiment une opposition qui est d'ailleurs au centre du scénario, comme j'ai dit. Donc, entre Serrault qui fait le mec agacé d'être là, et puis comme il a un côté un peu bourgeois comme ça, qui prend un peu de haut les gens, tu vois, t'as pas envie de l'aimer. Ah, est-ce que j'aurais envie qu'il soit coupable, moi, spectateur, voir la police, Ouais. oh, tu vois. Et d'un autre côté, tu as le policier qui est plus, peut-être par principe, respectable là, mais qui, comme on a dit, je trouve qu'il interprète bien son truc, mais qui est aussi un petit peu agressif, mais d'une autre manière. Et je trouve que le mariage des deux fonctionne bien, au-delà simplement des deux interprétations séparées. Ouais. Et alors, dans les petites recherches que j'ai pu faire, a priori, sur le tournage, Michel Serrault et Lino Ventura ne s'adressaient pas la parole en dehors des scènes. Ils ne se côtoyaient pas en dehors des scènes. Pour justement garder cette espèce de tension entre l'un et l'autre, qui est pas d'amitié qui se crée, pour garder vraiment cette espèce de confrontation. Et qui, pour le coup, se sent. Et c'est bizarre, tu vois, parce qu'on est vraiment en fait sur une garde à vue. C'est une confrontation qui parfois dit son nom, vraiment, ou ça gueule, tu vois, ça monte, ça monte dans le ton. Et des fois, c'est une confrontation qui est beaucoup plus sournoise, sur on va essayer de piéger l'autre, sur des mots, sur vous venez d'ouvrir cette porte-là, maintenant j'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte et tous ces trucs-là, tu vois. Et c'est une bataille entre l'un et l'autre, mais qui se joue sur plusieurs niveaux. Pas toujours avec la même intensité. Une garde à vue, quoi. C'est l'idée que je me fais d'une garde à vue et du travail d'un policier pour essayer de savoir si le mec que tu as en face de toi, il est coupable ou non. Et comme c'est un huis clos, évidemment, alors c'est un huis clos aéré, c'est-à-dire c'est un huis clos où parfois dans les dialogues, on aura des plans, parfois plus des inserts de choses externes qui permettent d'aérer l'histoire, mais il y a aussi 2-3 scènes qui se passent à l'extérieur, et ce qui permet d'aérer le film. Ce qui fait que alors j'ai entendu dire que le film avait été adapté en pièce de théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui existe, et je me dis, c'est logique, tu vois, parce qu'il y a tous les éléments pour en faire une pièce de théâtre. Tu vois. Et, ce que je voulais dire, c'est que ouais, il y a justement cette respiration, mais le centre, c'est donc un dialogue entre deux personnes, avec des pauses, des gens qui séparent et tout. Et donc, il est important qu'il y ait des phases de tension, des phases, on va dire, d'action d'une certaine manière, comme tu as dit, où ça gueule peut-être plus, des phases plus émotionnelles, mais attention, parce que l'émotion, on est quand même toujours dans cette situation de confrontation. Donc, on est toujours dans ce truc-là qui fait que le film, il arrive à pas être, il arrive à pas avoir un rythme monocorde. Je veux dire, il arrive à faire des variations. L'heure et demie, moi je l'ai vu pas mal de fois et c'est vrai que je vois jamais passer en fait le temps, jamais. Et je me fais, c'est bizarre, mais je me fais toujours cueillir quoi par le film, toujours. Et j'arrive toujours à me poser des questions, mais enfin, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Alors, il y a un truc, je voudrais savoir ce que t'en penses, toi qui es quand même beaucoup plus féru que moi de cinéma. Il y a une technique, je pense que c'est une technique de montage, enfin j'en sais rien. En tout cas, il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est il y a des moments où soit l'un, soit Lino Ventura, soit Michel Serrault vont prendre la parole sur un sujet pour parler des meurtres des petites filles, et ça va être ponctué par une image des cadavres sur la plage, des petites filles. Comme si c'était à chaque fois pour ramener à... on est en train de discuter dans un commissariat, mais en fait, on parle vraiment de ça, d'un truc absolument horrible. Il y a 2 petites filles qui sont mortes, quoi. Il y a 2-3 autres moments. Alors là, je commence, tu sais, juste avant que le personnage de Romy Schneider commence à raconter son histoire, il y a le personnage de Serrault, il fait une tête sérieuse, et t'as un insert du visage de la petite fille, tu vois. Et hop, ça repart. C'est juste avant ou juste après? Je crois que c'est juste avant. Et peut-être la première fois que tu le vois, tu sais pas trop. Mais en tout cas, la deuxième fois, tu te dis, ah, il pense à ça. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, en tout cas, il y a quelque chose qui a eu lieu là. Tu vois, c'est pas n'importe quoi non plus, tu vois. Avec Camille.
je sais plus comment elle s'appelle, avec la petite à Noël, là. Ouais, Camille. Et tu vois ça, tu vois, donc c'est des petits rappels, parce que du coup, là, c'est lui qui pense, mais du coup, quand tu vois les cadavres, qui y pense? Le flic? L'assassin Ouais. qui les a vus? Parce que lui, en fait, c'est un témoin, c'est celui qui a vu les corps et qui a appelé la police, donc il les a vus aussi, tu vois. Donc, il y a ça. Alors pour moi, je sais pas comment, si je te dis pas de bêtises, à chaque fois qu'il y a les images des petites filles sur la plage, qui arrivent comme ça, boum, d'une manière vraiment extrêmement brutale, à chaque fois, c'est quand Galien, il ramène Michel Serrault à on est là pour parler de ça. On est là pour parler de ça. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous, mais moi je dois trouver le salaud qui a fait ça. Et c'est comme si, en fait, d'un coup, tu avais la réalité, les cadavres des deux petites filles qui rentraient dans la conversation, qui rentraient quasiment dans la salle, quoi. Mhm. Et dans la réaction, tu vois, et c'est ça, putain, que je trouve génial, c'est à chaque fois le visage de Michel Serrault, quand il se fait ramener à cette réalité qu'il y a deux petites filles qui sont mortes, il a une gueule où pendant, enfin, tu vois, c'est un jeu d'acteur d'une demi-seconde où t'as l'impression que la tête, je sais pas, ça lui pèse d'un coup sur les épaules. Et c'est rien, hein, mais c'est une demi-seconde qui est criante de vérité, je trouve. Mais c'est intéressant parce que la discussion va parfois entre guillemets divaguer, c'est-à-dire aller vers d'autres directions qui sont très importantes par rapport à l'histoire, mais qui va aller dans d'autres directions. Et parfois, c'est un peu comme si, bon, on parle un peu d'autre chose d'une certaine manière. Et après, hop, ouais, mais on revient à ça. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est un peu comme s'il y avait des espèces de soupapes pour sortir une forme de pression, mais pas totalement quand même. Alors, Ouais, du coup, et des soupapes qui se retournent contre lui. Parce que du coup, il les réutilise pour le ramener à fonder l'armure, ni plus ni moins. alors, je profite, puisqu'on parle déjà du film, juste de citer deux, trois trucs. Au début du film, on nous dit que c'est adapté d'un roman série noire, et le titre du roman, c'est À table. Ouais. Déjà, je trouve le titre, quand on voit le film, on se dit, ah, c'est bien trouvé comme truc. Mais en fait, dit comme ça, je pensais que c'était adapté d'un roman français, mais en fait, c'est un roman anglais, écrit par un auteur de polar qui a écrit plein de polars, qui habite à Leeds. Et le titre original, c'est Brainwash, lavage de cerveau. Et donc c'est un polar anglais, à savoir qu'il a été adapté, là j'ai aussi mes petites notes, pour la BBC Radio. Ils en ont fait une version radiophonique aussi. Donc, comme quoi, le dialogue, encore une fois, c'est plus facile dans ces choses-là. Il a un remake américain qui est sorti en 2000, qui s'appelle comment, Under Suspicion en anglais. Avec Monica Bellucci, je crois. Voilà, tout à fait. Il y a, comment il s'appelle, c'est Morgan Freeman et Jim Hackman. Et puis j'ai entendu dire que ça a servi, alors je peux pas dire exactement quoi, mais il aurait servi pour en tout cas un ou deux épisodes de Person of Interest. En tout cas, il aurait inspiré deux, trois trucs. Je peux pas être plus dans les détails là, j'avoue que voilà. Mais je trouve ça intéressant. Bref. Et juste dans le rayon des petites anecdotes, il y en avait deux. Au tout début, si je dis pas de bêtises, c'était Yves Montand qui a été choisi au début pour jouer le rôle de Galien. Il a refusé. Et donc, du coup, ils sont revenus vers Lino Ventura et Lino Ventura a accepté de jouer le rôle. Si je dis pas de bêtises, après, si je dis des bêtises, c'est pas moi, c'est Wikipédia, hein, je préfère vous le dire. Hein. Je vais pas inventer des trucs, j'ai pas été aux archives du cinéma pour trouver des, voilà, hein, Wikipédia est mon ami, hein, pour trouver des anecdotes. Hein. Et d'après Wikipédia, Michel Serrault, en fait, quand il a lu le scénario, il a demandé à rajouter une dimension autour de son personnage et d'en faire un notable d'une petite ville, donc du coup Cherbourg, une ville de province, et de rendre ce personnage hautain, cassant, et qui a en toile de fond en fait ça qui soit dessiné, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quel mec qui est en garde à vue, c'est le notaire de la ville, c'est un notable. Et donc il y a vraiment l'aspect pas lutte des classes, ce serait trop intense, mais il y a une différence de classe. Et c'est très central dans le film parce que malgré tout, lui, il se sent un peu comme ça pédant de par sa position, genre je suis quelqu'un, vous voyez, en gros vous êtes qu'un petit flic, quoi, qu'est-ce que vous venez m'emmerder d'une certaine manière, mais aussi, j'ai envie de dire, on va pas encore tout le dire, mais dans son drame personnel, dans son histoire, ça fait un peu stéréotype, même s'il n'y a pas que ces gens-là, mais il y a un peu cet aspect, tu vois, j'ai réussi ma vie, tu vois,
C'est chaud de pas trop raconter pour le moment, on va se lâcher peu à peu, vous en faites pas. Oh, bah, après, je pense qu'on va même pas tarder à se lâcher. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Enfin, après, ton avis général sur le film ou Je vais qu'est-ce que tu encore peux nous dire? juste raconter deux, trois trucs. Comme c'est Vas-y, un huis vas-y. clos, il faut évidemment que la mise en scène, elle suive. En tout cas, pour éviter juste des champs contre champs. Il y a un effort qui est réellement fait pour éviter ça. Dans les huis clos, ils font des efforts, justement. Ils se prennent la tête et ça réussit à ce niveau-là. L'ambiance du film. Alors bon, la musique, j'ai pas trop kiffé, perso. Mais bon, la Ah petite ouais? musique de début, je la trouve, voilà, à vie perso. Mais bon, voilà, c'est pas un film qui est centré sur sa musique, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas la C'est musique pas de l'objet la du scène, truc. voilà. Et le, 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 le- l'ambiance globale est froide, est assez sobre et froide. Il y a un côté un peu terne, alors que justement, c'est censé être justement le nouvel an. Parfois, quand on est à l'extérieur, il y a un peu ces décorations qui donnent un effet un peu comme ça à la mode maintenant, parfois un côté un peu néon, tout ça, alors que c'est pas des Mhm. néons. Enfin, peut-être qu'ils tombent avec des néons, mais je veux dire, c'est censé être le nouvel an. Mais il y a une ambiance un peu froide comme ça, mais sans non plus tomber dans l'hyper-exagération en mode ouais, c'est dark. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté presque naturel froid. Et complètement. Et ouais, mais c'est très, mais même, tu vois, la salle dans laquelle en fait se passe l'interrogatoire, évidemment, c'est une salle d'interrogatoire, mais c'est froid, c'est glacé, et c'est vrai que la seule chose qui dénote vraiment là-dedans, bah, c'est Michel Serrault, quoi. C'est vraiment lui où tu te dis, mais physiquement, enfin, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il est là avec son smoking, il passe, ce qu'il faut savoir quand même, parce que ça, on peut le dire au début du film, on lui demande de passer au commissariat pour poser quelques questions. C'est-à-dire que il y a des soupçons sur lui, mais au moment où il arrive au commissariat, il n'est pas encore en garde à vue. Et plus la conversation va avancer, et assez rapidement, Michel Serrault va dire bon bah moi mes amis, hein, bah, maintenant hein, je m'en vais, hein, c'est bon, hein, j'en ai assez dit, je me barre. Et là, Galien, Lino Ventura va lui dire non, je pense que vous n'allez pas partir et on va procéder à une garde à vue. C'est même encore plus pernicieux que ça de la manière dont il lui dit, parce que Michel Serrault dit mais là, enfin il essaye de l'écraser notamment par son statut social en disant mais là voilà maintenant vous n'avez pas le choix, c'est soit c'est la relaxe pure et simple, soit vous me déférez au parquet, soit c'est la garde à vue. Et là Lino Ventura donne juste une phrase, après il y a une petite coupure, il dit moi je ne connais pas votre avis maître, mais je serai assez pour la garde à vue. Et le je serai assez pour la garde à vue, c'est vous êtes en garde à vue, c'est mort, c'est fait. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à ce moment-là où il y a un fondu au noir. Et Peut-être. ensuite, on reprend et on est à nouveau dans la même salle, ce qui donne aussi justement ce côté un peu pièce de théâtre. Ouais. Un peu acte 1, acte 2. À ce moment-là, je dis pas tout le Ouais. temps dans le film, c'est pas aussi découpé, mais à ce moment-là, je me suis même demandé si à la base c'était pas une pièce de théâtre. Et tu vois, je suis même pas étonné que ça se soit passé en pièce de théâtre, et j'adorerais le voir en pièce de théâtre. Vraiment, je serais vraiment hyper client. J'aime beaucoup le théâtre aussi. Ah ouais, moi ce genre de truc, à mon avis, dans les différentes émissions que je vais faire, les gens vont s'apercevoir que je suis aussi extrêmement friand des huis clos, mais de toutes sortes, et pour plein de raisons. Mais est-ce que toi t'aimes bien les huis clos? Honnêtement, ouais, généralement oui, parce que je trouve que on revient oui, justement, bon, il y a un côté théâtral, mais j'ai envie de dire à une forme d'art qui doit se prendre la tête justement au cinéma déjà pour trouver, comme on a dit, des angles de vue et tout, mais aussi au niveau de l'histoire. Et c'est pour ça que le théâtre, c'est aussi un art qui me fascine d'une certaine manière. C'est comment raconter une histoire complète avec bon, les unités que vous avez tous appris à l'école, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, qui là, pour le coup, sont relativement respectées, hein, même s'il y a une sortie un moment ou un truc comme ça, mais c'est relativement respecté, et être capable de raconter un truc complet là-dedans. Et donc, ça demande un travail pour la caméra, mais aussi un travail d'écriture, comment raconter le truc, comment attraper les gens, et je trouve que c'est généralement toujours très bien fait. Alors évidemment, une pièce de théâtre qui est adaptée au cinéma, généralement ils prennent une pièce de théâtre qui a du succès, etc. Mais je trouve que généralement ça donne des très bons films. Parce Ouais. qu'ils arrivent à te maintenir, et profitant d'être le cinéma, ils se permettent deux, trois trucs que le théâtre ne peut pas se permettre pour une question, entre guillemets, de limitation. Et tu vois, moi, alors les huis clos, alors moi je suis, enfin tu vois, quand tu me parles de chant contre chant, moi ça c'est un truc, je connais pas du tout.
Donc c'est vraiment un truc où c'est pas quelque chose en fait que je connais, que je maîtrise. Donc c'est vrai que ça va totalement glisser sur moi et je vais pas forcément y faire vraiment attention. Ça va avoir un impact sur moi, c'est sûr et certain, mais sans que je comprenne la technique qu'il y a derrière. Il faudrait que je l'apprenne peut-être un jour parce que je pense que ça pourrait être sympa. Moi, par contre, ce que j'adore dans les huis clos, c'est que je trouve que à chaque fois, c'est dans les huis clos qu'on réussit, que les acteurs et les gens qui font les scénarios, ils réussissent à aller pas au tréfonds de l'âme humaine, mais d'une certaine manière, si. On capte vraiment l'essence des personnages. On va vraiment au fond des choses. Je trouve que plus l'univers il est petit, et plus en fait il est immense parce qu'il réside dans le cœur des gens. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Il est en train de tacler le MCU, les gars, là, pour ceux qui suivent sa chaîne, si jamais. Bah Oh, Multiverse, bah même pas. Mais j'adore les huis clos, tu vois. Je pense, sans trahir de secret, je sais pas avec qui encore, mais je sais que je vais parler à un moment donné de 12 hommes en colère. Ah, bah tu m'étonnes. Eh bien, tu sais que j'ai beaucoup pensé à 12 hommes en colère. Hein. Tu sais, quand Et j'ai vous dit aussi. que t'es un peu comme un truc américain, là, en train de regarder, bah, je pensais à 12 hommes en colère quand j'ai dit ça. Et il y a une pièce de théâtre de 12 hommes en colère qui est facilement trouvable. À la base, c'est une pièce de théâtre, 12 hommes en colère. D'accord, bah tu vois, je savais même pas. Et s'il y a des gens qui ont l'occasion de voir 12 hommes en colère, où le rôle principal est tenu par Michel Leb, allez le voir, parce que c'est bluffant. C'est bluffant. Voilà, petite parenthèse, mais je pense que j'en reparlerai de 12 hommes en colère. Parenthèse, tout à l'heure, quand j'ai dit oui, t'es un peu comme un mec aux États-Unis, t'es là et tu fais guilty, not guilty. Hein, je pense à quoi? Ben oui, ouais. À 12 hommes en colère, clairement. Et putain, et un autre aussi que j'adore de huis clos. Enfin, je veux pas le dire parce que sinon je vais spoiler peut-être toutes les futures émissions. Je te le dirai en off. Abonnez-vous à sa chaîne, comme ça vous le saurez. Oui, lâchez un pouce bleu. Allez vous abonner au Beau Parleur aussi. N'hésitez pas, hein, ça fait plaisir. Hein, faut pas se gêner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on avance un petit peu plus et qu'on se lâche complètement et qu'on spoil comme des gros cochons, ou t'as encore des choses à dire? Là, on a déjà dit beaucoup de choses, même sans spoiler. C'est-à-dire, on a vraiment le squelette, on a le squelette et la peau là, on a mis. Hein. Donc, franchement, c'est un film vraiment intéressant et qui, je pense, peut même capter les entre guillemets les plus jeunes. Je reviens sur 12 hommes en colère, c'est un film qui fonctionne bien sur les plus jeunes aussi, malgré qu'ils sont en noir et blanc et tout. Ouais. On va pas parler de 12 hommes en colère, c'est une autre vidéo. Ça se voit que j'adore le film, mais c'est un de ces films simples qui va fonctionner. Parce que c'est pas un film qui vieillit parce que c'est pas des effets spéciaux ou des je sais pas quoi. C'est du concret, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est un peu le même principe que dans les comics, sur ce que je vais dire maintenant. Moi, ce que j'aime en fait dans les vieux comics, c'est que d'une certaine manière, c'est un livre ouvert, une page sur nos sociétés passées et sur la manière dont on voit les choses. Et sans rentrer plus dans le sujet, il se passe des choses dans le film qui en disent beaucoup d'une certaine manière un peu comment la société était il y a 40 ans et à quel point elle a évolué maintenant. Je pense pas que les gens avaient le même regard sur ce film et ce qui se passe à l'intérieur de ce film en 1982 qu'ils l'auraient en 2022. J'en suis pas certain, mais on en parlera peut-être un peu plus dans la partie spoil. Et je trouve que c'est super intéressant. Et ça montre que nos sociétés évoluent. Pas toujours en bien, mais là, pour le coup, en bien, je trouve. Mais on en parlera dans la partie un petit peu plus spoil. Eh ben, on passe au spoil, justement, du coup, je pense, parce que... Allez. Et bah voilà, si vous n'avez pas vu le film avant de venir sur la partie spoil, allez le voir, parce que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, moi, je trouve qu'il est absolument incroyable et ça mérite d'être, de ne pas s'être oublié, un film comme ça. Je suis d'accord. Regardez-le. Franchement, regardez-le. Voilà. Allez, maintenant, spoil comme des cochons, poussez-vous devant, ça va donner. Bon, en fait, on a menti. C'est de la merde. Allez, on spoil. C'était nul. Ça, ce serait une vidéo à faire une fois, tu sais, tu fais un truc enfin, moi, j'ai déjà fait des intros de vidéos et trucs comme ça où je savais que ceux qui allaient pas être contents, ils allaient se casser, ils allaient tous gueuler, et puis, tu vois, je voyais dans les commentaires ceux qui n'ont pas vu la vidéo, tu vois, parce qu'ils gueulent comme des cons, ouais, tu dis de la merde, machin, bah, regarde la vidéo, connard. Ah, ouais, j'ai une histoire autour d'une de mes vidéos comme ça où je me suis fait étriper sur 20 secondes du début et où, en fait, je disais, enfin, même pas sur 20 secondes du début, sur le titre, et après, je démontais la gueule, bref, et je me suis fait triper par des gens qui en fait avaient pas regardé la vidéo
qui voulaient pas le reconnaître et qui sont passés vraiment pour des idiots. Bref. Et c'était il y a longtemps. Bon alors, le spoil, vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qu'on veut? Par quoi on commence? Alors, on a déjà dit quand même pas mal de trucs, mais je pense que le truc central, spoiler, c'est, je pense, le personnage de Romy Schneider. C'est ce qu'il apporte, qui est gravissime. Donc, on apprend peu à peu dans le film que le personnage n'a plus de relation avec sa femme, mais plus de relation du tout, on va dire, hein, d'aucune sorte. Ouais, c'est clair. Et c'est vécu comme un drame. Et là, déjà, on a un côté un peu, j'ai envie de dire, tu sais, un peu, je veux dire, un peu envers du décor du show business. C'est un peu comme si on nous disait, ah, tel acteur et telle actrice, machin, à Hollywood, machin, ils vont se séparer. Tu vois, un peu ce truc-là, ce côté un peu morbide du côté bourgeois, tu vois, qui est vachement sur l'apparence, puisque le personnage n'arrête pas de mentir pour sauver un peu ses apparences. Oui, j'étais près du phare, je l'ai regardé, machin. Il n'arrête pas de mentir pour sauver les apparences. Et puis en fait, bon, bah, peu à peu, il est obligé de dire, alors que peut-être que s'il avait été honnête sur ces trucs-là d'entrée de jeu, ça serait peut-être mieux passé, tu vois. Mais il essaye de mentir sur. Enfin, il essaye de se préserver, justement. Et le personnage arrive et fait une révélation ultra violente, vu qu'on en a partie spoil. En gros, il lui dit que le mec est un petit peu pédophile sur les bords. En tout cas, qu'il l'a été une fois. Et ça tombe bien parce que le crime parle de ça. Donc là, c'est la révélation. Par contre, il y a le personnage de Lino Ventura qui dit un truc super intéressant. Il fait ce que vous m'avez dit là, ça peut expliquer un comportement, mais ce n'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Pas parce que, je sais pas, on aime les comics, que c'est toi qui as acheté le dernier comics du magasin et je vais te péter la gueule. C'est ça, c'est ça. Comparer deux trucs, totalement. Bon, bref. Tu peux être un serial killer, mais c'est pas toi qui as tué tout le monde forcément sur Terre. À un moment donné, tu n'as pas buté l'intégralité des gens qui sont morts par un assassinat. Voilà. Et ça prouve que le mec est déviant, ça prouve que le mec, il y a un gros problème derrière, mais ça ne fait pas de lui forcément le coupable de ces deux crimes-là. Et ça, il le garde bien en tête. Et ce que je voulais dire, tu vois, tout à l'heure, c'est que on passe quasiment à la fin du film, quoi, tu vois, on spoil la fin. C'est-à-dire que tout au long du film, plus on va avancer et plus on va avoir le sentiment d'un étau qui se resserre autour de Michel Serrault, un étau qui n'en finit plus de se resserrer, jusqu'au moment où il y a un truc qui le fait craquer, c'est la possibilité que sa femme ait parlé à Galien de sa pédophilie, hein, ni plus ni moins. Hein. Et là, lui, il se dit jamais il aurait cru que sa femme puisse en arriver à cette bassesse-là pour lui faire du mal. Et c'est une espèce. Parce qu'elle lui donne aussi le ticket du teinturier. Et le ticket du teinturier. Donc en fait, elle lui fait échec et mat, hein, là, dans la partie ouais. film. Elle arrive, elle fait pic. Le teinturier, en fait, c'était l'histoire du manteau, comme quoi il aurait dissimulé son manteau, il y avait du sang dessus, ce qui prouverait que c'était lui le meurtrier. Voilà. En gros, voilà. Enfin, ouais, comme tu dis, échec et mat. Elle donne tout à l'inspecteur pour faire fumer son mari. Alors qu'elle le sait pas, en fait, si c'est vraiment lui. Mais elle, dans son fort intérieur, elle est persuadée que c'est vraiment lui, ou est-ce qu'elle veut lui faire du mal, ou je sais pas. Là, il y a débat, tu vois, parce que moi, c'est un ressenti. Hein. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme elle pense que c'est lui, mais plus comme elle va enfin s'en débarrasser. Ah ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je l'ai vu vraiment comme peut-être que c'est lui, mais moi, en tout cas, je m'en débarrasse. C'est vraiment un peu, comment on appelle ça mais du dégoût. Elle a un dégoût pour lui. Non, mais tu sais, vraiment un peu. Ouais, je me débarrasse de toi parce que on nous raconte toute l'histoire, comme quoi, en gros, elle. Alors, comme c'est des paroles, on ne sait jamais si c'est totalement vrai, mais comme quoi elle aurait eu de la jalousie pour la sœur du personnage de Serrault parce qu'elle est mariée avec un artiste qui a commencé à avoir du succès. Donc, ce côté, donc lui, finalement, c'est un gars de la haute, mais il a un boulot un peu. Voilà, il n'est pas reconnu socialement ou un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est bien d'être de la haute, mais en plus, elle veut le bling, c'est ce que dit le film, hein, quand c'est pas. D'accord. Et moi, je l'ai vraiment ressenti un peu comme le mariage. Il est vraiment. Et puis, quand il te dit, quand il s'est marié et tout, ça a l'air d'être un peu. Ouais, on peut soupçonner un mariage pas forcément arrangé, mais un mariage d'intérêt, tu vois. Ah oui, oui. Et moi, je vois vraiment, elle voulait se débarrasser de lui, c'est l'occasion, vas-y, dégage, va te faire voir, et moi, je garde l'appart, en gros. Et lui, il y a une scène super forte, en fait, où
où Michel Serrault, il explique quand vous êtes venu chez moi, il parle à Belmont, vous n'avez pas vu en fait le problème qu'il y avait dans mon couple, il se situe à l'étage. C'est-à-dire Non, qu'il y a j'ai rien 3 vu chambres. d'intéressant. Hein. Et il lui dit en fait, il y a la chambre du couple, en fait, qui est devenue la chambre de ma femme. Il y a la chambre des enfants qui est restée vide, qui est devenue une chambre d'amis parce qu'on n'a jamais eu d'enfants, et la chambre d'amis qui est devenue ma chambre parce que moi, je suis au bout du couloir et tous les soirs, je vais gratter à la porte de ma femme et jamais elle ouvre la porte. Et et d'une certaine manière, il est écœuré, il est tout ça, mais il y a peut-être encore une certaine forme d'amour pour Romy Schneider à ce moment-là, et le fait qu'elle le balance comme ça, qu'elle le jette au fauve en pâture, sans aucune preuve réellement formelle, puisqu'on peut le dire, il est innocent du meurtre de ces deux petites filles. Et ben pour lui, en fait, c'est comme si c'était l'enfer qui s'ouvrait sous ses pieds, et il décide d'avouer des crimes, mais pour lesquels en fait, il est totalement innocent. Et il avoue, et il avoue, et il avoue. Et tu vois, justement, moi je dis qu'elle voulait se débarrasser de lui parce que ce qu'elle fait à la fin, c'est-à-dire quand elle se suicide, pour moi c'était ça. Après, toi, tu avais une autre interprétation, t'as dit, de ça? Tu l'as ressenti autrement? Qu'elle Non, pensait qu'il non. était peut-être coupable et que du coup elle le voyait comme un coupable et se dit merde, il s'en est échappé alors qu'il est coupable. Et je peux Moi, pas si tu vivre veux, avec un pédophile. C'est possible. Hein. c'est le personnage est pas coupable de ces deux meurtres-là, mais c'est un pédophile. Ouais. Et je peux pas m'empêcher d'être hyper gêné de comment dire, à la fois, enfin, je sais pas comment dire, mais Romy Schneider, elle a rien dit sur cette pédophilie-là, elle l'a pas dénoncé. Est-ce que c'est ça qui l'écœure à ce point-là? Est-ce que ça a joué? Comment? Enfin, tu vois, et même de la manière dont se termine la relation entre Michel Serrault et Galien, parce que Michel Serrault ne sait pas en fait que sa femme a parlé de sa pédophilie, qu'il aurait eu une relation avec une petite fille qui s'appelle Camille. Il le soupçonne, mais il le sait pas. Et quand Michel Serrault, à la fin, on comprend qu'il est innocent, mais on reviendra après sur le twist de fin, il demande à Lino Ventura, oui, mais et pour Camille et tout, Lino Ventura, il fait, mais quelle Camille? Il fait comme s'il n'était pas au courant. Et en fait, et d'une certaine manière, tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire, putain, mais en fait, la Galien, ok, il n'est pas responsable de ces deux crimes-là, mais c'est un pédophile quand même, et on le relâche. Et c'est ouf, en fait. Et ça, jamais ça n'arrivera en 2022 dans un film maintenant, ça. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est horrible, hein, mais c'est aussi parce que là, tout de suite, c'est pas ça. S'il y a des preuves autres sur l'autre, oui, tu vois. Mais là, pour le moment, il y a juste un témoignage. Tu vois. Et Je veux voilà. dire, Et lui, il va au pute, il pourrait, entre guillemets, ne pas y aller. Tu vois. Je veux dire, ouais, c'est ce que je veux dire, la femme aurait pu dire n'importe quoi à ce moment-là. Mais et, tu as ce flash, justement, comme je disais, de lui qui s'en rappelle. Et là, tu fais, ah, il y a quand même eu quelque chose. et le truc que je trouve fou, c'est que du coup, ok, bah on relâche un innocent, mais qui en fait est un putain de coupable, mais c'est pour un autre truc. Et c'est là qu'on comprend, comme je disais, on a le côté un peu personnage de Romy Schneider qui est peut-être entre guillemets une profiteuse, machin, truc bidule, mais en fait, leur relation est partie en cacahuète quand elle a vu le monstre qu'il était aussi. Ouais, C'est ouais. pas juste comment on appelle ça, une michetonneuse. Ouais. Je veux dire, c'est pas ça. Au début, ça allait, puis elle dit non, à un moment donné, il y a une rupture, tu vois. Ah oui, oui, bah du moment où de la manière dont elle le raconte, du moment où elle a vu que alors c'est pas une relation pédophile consommée d'après ce qu'on comprend, mais elle a vu à un Noël Michel Serrault parler à sa nièce et il lui parlait comme une femme, donc on comprend qu'il devait lui dire des saloperies, un peu, tu vois. Mhm. Et là, elle a compris tout, quoi. Elle a compris tout et ça a été terminé. Et après, elle a coupé les relations avec son mari, elle lui a refusé le lit, chacun d'un bout à l'autre de la maison, mais c'est pas forcément un milieu à l'époque dans lequel tu divorces. Enfin, un truc, la pression sociale aussi autour de cette histoire-là. Tout à fait. Et voilà. Et du coup, qui est le meurtrier, quoi? Bah, écoute, je vais pas te mentir, j'ai trouvé que le twist était pas oufissime. C'est pas le meilleur truc du film. C'est pas le. Ouais, voilà. Déjà, c'est un coup de bol énorme, mais énorme. Hein. C'est-à-dire, déjà, Mais que le grave. mec, il aille se plaindre dans le commissariat. Bon, c'est pas à Paris, c'est peut-être le seul commissariat du coin, on va dire. Qu'il aille se plaindre qu'on lui a piqué sa bagnole, qu'il y ait l'accident de la bagnole juste devant aussi,
et qu'il y ait du sang qui en sorte, et puis, enfin, je veux dire, c'est un peu gros quand même. Et le sang qui sort du coffre, c'est pas possible, de cette manière-là. Enfin, comment le... À moins que le coffre déborde de sang, je vois pas comment le sang, il peut couler par là, quoi. C'est pas... Enfin, c'est super chelou. La première fois que j'ai vu le film, je me suis même posé la question si c'était pas le personnage de Romy Schneider, tu sais, qui aurait mis le corps dedans, tu sais. Ouais, moi, je suis allé loin, tu vois. La première fois que je me suis posé la question. Tu vois, et je me suis dit pourquoi faire, tu vois, pour l'innocenter, pourquoi elle se suiciderait derrière. Mais tu sais, quand j'ai vu la scène, tu n'as pas encore forcément toute la fin, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait peut-être elle qui aurait fait un truc pareil, tu vois? Ouais. Et Mais je suis d'accord, le twist de fin, enfin, cette partie-là du twist de fin, je le trouve pas ouf. Le fait de, ok, c'est pas lui, mais j'aurais préféré à la limite qu'on comprenne que c'est pas lui et qu'on sache pas qui c'est. Ouais. Plutôt qu'on me prépare ça au début du film pour à la fin. C'est ça qu'on appelle le fusil de Tchekhov, c'est ça? Ouais, entre autres. Voilà, en gros. Enfin, le meurtrier, tu le vois au début du film, genre, il fait que passer, quoi. Hein. On s'en fout un peu, s'il fait partie de la vie du commissariat à ce moment-là, et à la fin, on te le ressort en disant, ah putain, c'était lui, quoi, tu vois. Mais déjà, bon, on va pas faire un garde à vue 2 pour savoir si lui il est coupable, mais à la base, ils enquêtent sur 2 autres corps, pas sur ce corps-là. Donc, comment est-ce que ce corps-là prouve qu'il est responsable des 2 autres corps? Non, j'abuse un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ok, ils ont trouvé un corps, mais qu'est-ce qui veut dire que par rapport aux 2 autres corps? Bon, c'est pas expliqué. Bon, voilà. Parce qu'a priori, le divisionnaire, il l'interroge, a priori, il s'est mis à table. D'entrée de jeu. Oui, il a dit, c'est moi qui ai fait ça. Bon. Ah non, bien sûr, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais tu vois ce que je veux dire par rapport à cet aspect qu'on a dit tout à l'heure pour le personnage de Serrault, tu vois? Après, bon, ça donne envie de vivre en France, du coup. Tu dis, bon, il y a des morts partout. Oui, mais c'est peut-être pas lui, donc lui, on le laisse partir. Parce que toi, t'as tué celle-là, on sait pas, mais l'autre, peut-être. On reviendra vous voir, faut qu'on réfléchisse. À côté, on a un autre dossier d'abord et après, on s'occupe de vous. Alors, allez là-bas. Voilà. C'est l'administration, mesdames, messieurs. C'est, voilà. Non, mais c'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu facile. Tu vois. C'est un peu dommage. Après, je pense qu'il fallait quand même une morale en mode on a trouvé le vrai coupable. Parce que s'il laissait partir tout ça, ça aurait été vraiment, vraiment crade comme fin. Bon, ça aurait été ouf, hein, d'une certaine manière. Attention, je sais que certains spectateurs sont parfois un peu. Quand je dis ça aurait été ouf, dans un film, le côté noir, t'aurais été, dans un film, dans la réalité, c'est pas ce qu'on veut. Hein, il faut pas confondre. Non, mais vaut mieux le préciser parce que des fois tu dis on joue à Call of Duty, mais on veut pas que ce soit la guerre de main. Voilà. Non, mais parce que par exemple, si tu dis j'aurais préféré qu'on sache pas qui c'est et puis que l'autre soit libéré, tu vois, ça veut dire tu vois, t'es en train de dire j'aurais préféré qu'il y ait 2 pédophiles dans la nature. Mais ça aurait été incroyable de pas le savoir et de laisser le spectateur en plus sur ce doute. Ouais. Tu vois, je trouve que ça aurait été encore plus incroyable. Mais est-ce que les spectateurs l'auraient supporté? J'en suis pas certain. Je sais pas. Difficilement, à mon avis. De nos jours, la réponse clairement serait non. Le film, il se fera insulter de tous les noms. Ouais, oui, ouais, c'est pas. Il y a Twitter qui serait passé par là. Tu sais. Ouais, non, ce serait pas du tout jouable. Pas du tout. Mais déjà, il a une fin qui est assez froide et négative comme ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Et comment tu interprètes la fin, toi? Oui. Quelle partie de la fin? Parce que, du coup, Romy Schneider est dans sa voiture. Quand elle comprend que son mari va être libéré, elle se suicide. Elle se met une balle dans la tête. Personne ne voit qu'elle se met une balle dans la tête. Michel Serrault descend du commissariat, il monte dans la voiture, et là, il se rend compte, en montant dans la voiture, que sa femme vient de se suicider. Et il crie 2 fois « Galien! Galien !» Et ça s'arrête. Ouais. Pourquoi il appelle Galien? Moi, je pense que c'est le très, très, très bon réflexe. Vous avez vu que j'étais avec vous toute la soirée, là, c'est pas moi. Je pense que là, il a pas. Elle est trop vieille pour moi, j'aime que les petites filles, je vous jure. Non, mais tu vois, là, il a pas couru chez lui, il a pas changé de veste, tu vois, tout de suite. Le flic, je suis là, regardez, j'étais avec vous, hein, ouais. J'ai pas touché le flingue. Et il y a beaucoup de tristesse sur le visage de Michel Serrault à ce moment-là, malgré l'énorme coup de pute qu'elle vient de faire. Mais en fait, le vrai truc que j'ai trouvé intéressant dans cette scène, c'est avant qu'on comprenne qu'elle est morte, c'est il rentre dans la voiture, toi t'as l'impression qu'elle est vivante, et il tire la gueule comme ça, il se met très énervé, très dégoûté. Et il veut jouer un rôle? Je pense pas. À vie personnelle, je pense pas. Je pense que on en discute après, juste après. Mais elle aussi, t'as l'impression qu'elle a cette tête-là, tu vois. Que c'est les deux, ils sont là, ils sont hyper froids, genre on est ensemble dans la voiture, mais
On se parle plus, tu vois, vraiment. Donc vraiment, ce côté, on rentre à la maison, on va vivre chacun dans sa chambre, tu vois. On a des enfants. Et après, tu apprends qu'elle est morte, blablabla. Et donc, du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce petit laps de temps, parce que pour moi, c'est genre, encore une fois, bon, bah, on va continuer à vivre en tirant cette gueule, en se détestant, on va continuer à vivre ensemble, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et moi, je le vois comme la partie continue, du coup. C'est-à-dire, la Et en fin, fait, tu vois, ouais, j'y ai pensé. Quand peut-être ils disaient, bon, bah, on y retourne. ouais, t'as voulu te débarrasser de moi, loupé, je suis encore là. Tu vas en chier, ma vieille. Et elle préfère se supprimer, quoi. Si je dis pas de bêtises, le film commence par donner le jour et l'heure, et il Ouais, finit en donnant le jour et l'heure à ce moment-là. Comme ouais. s'il y avait Ça un nouveau commence cas qui commençait. 31 décembre, 19h, une connerie comme ça. Et ça finit 1er janvier, 6-7 heures du matin. Ouais. Voilà. Donc, Début, fin. Et c'est la même musique au début et à la fin, si je te dis pas de conneries. ouais. Et autant au début, tu te dis, mais enfin, moi je la trouve chelou cette musique. Et autant à la fin, avec le suicide, oh là là, mon Dieu, elle est angoissante cette musique. Moi, je trouve que ça fait manège. Musique de Ouais, manège. je sais pas, moi ça me provoque un sacré sentiment de malaise, quoi. Ouais, parce que c'est Vraiment. lié à la chose. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, pouh, la vache, une bonne grosse claque, hein, ce film. Mais alors, si, putain, on est obligé d'en parler, parce Vas-y, vas-y. on en a pas parlé. Belmont. Ouais. Ah, Belmont. Belle merde. Belle merde. Vas-y, dis-nous tout sur Belmont. Bah, c'est le. Là où le personnage de Lino Ventura, il a envie que l'autre soit coupable, il a envie, il le sent, c'est lui le coupable, et je vais l'avoir, je m'acharne carrément. Belmont, bah, je vais dire, pardon, je n'ai pas fini. Il s'acharne, mais il est quand même. Il s'acharne, mais pour trouver la vérité, parce qu'il pense que la vérité, elle est là. Donc il Ouais, s'acharne pour la trouver. Belmont, c'est plus. Bon, déjà, il est montré pas très intelligent assez rapidement, tu vois. ouais. Et c'est vraiment le stéréotype du. Bah, ouais, lui, Lino Ventura, il a quand même un côté justice. Donc, lui, il a plus un côté, bon, il faut que je rentre à la maison ce soir, tu vois. Lui, il veut trop. Enfin, Lino Ventura, il veut trouver le coupable. Belmont, il lui faut un coupable. Voilà, exactement, c'est ça. Et à un moment donné, alors pour X raisons, Lino Ventura va sortir. Et on va sentir que c'est aussi un moment où tu vois Belmont qui est très humain, c'est-à-dire que l'autre il continue parce que Michel Serrault il l'écrase de toute sa superbe et il lui fait bien sentir par toutes ces petites réflexions qu'il lui est supérieur et que Belmont c'est un con. Et là tu vois l'autre il va ouais ok d'accord continue tu m'intéresses, il commence à tirer les rideaux et il va lui en coller la pleine musette. Par contre, je suis déçu. Hein. Le mec, il s'appelle Belmont et puis il le fouette pas. J'ai pas la ref. Castlevania. Ah oui c'est vrai, oh là là vieille ref. Et tu sais que d'ailleurs, les Belmont de Castlevania, c'est une francisation du nom japonais qui à la base reprenait Belmondo, en fait. D'accord. Voilà, ça vous avez la ref. Alors celle-là, tu vois, cette ref-là, même dans mes délires les plus profonds, mes espoirs les plus immenses, je n'aurais pas pu l'imaginer, cette ref sur Castlevania. Merci. Merci, beau parleur. Qu'est-ce qu'il s'appelle Belmont? Moi, j'y ai tout de suite pensé. Alors moi, couillon, je pense à Belmondo, mais rien à voir, Mais j'y ai pensé évidemment. aussi, mais comme j'ai pensé Belmondo, voilà, j'ai fait le lien de tout ça dans ma tête. Et ouais, et du coup, lui, il essaye de le pousser aux aveux en lui mettant en le marbrant, quoi, hein, et lui mettre des patates dans la gueule, quoi. Ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Et j'adore la sortie de Belmont à Lino Ventura qui lui dit ah ouais mais en attendant ok peut-être que c'est pas bien ce que j'ai fait mais s'il avait parlé on n'en serait pas là et Lino Ventura qui lui dit ouais mais il a pas parlé. Je crois qu'il lui dit un truc même du genre t'aurais été bien content s'il avait parlé, Ouais, ouais, un ouais. truc du genre vraiment en mode ça t'aurait arrangé aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Mais Et on voit qu'il y en a un, c'est la torture, finalement ça devient une torture physique, mais l'autre finalement c'est aussi une torture psychologique, tu vois, parce qu'à la fin il y a le moment où le gars il fait bon allez j'avoue tout, c'est bon fini quoi de toute façon. ah ouais mais enfin
Enfin, dans l'idée que j'en ai d'un interrogatoire, c'est ça, c'est on t'épuise physiquement, on t'épuise moralement, on te fait répéter 15 fois les mêmes choses pour essayer on joue sur plein de cordes pour essayer de t'emmener à te livrer et à dire la vérité, ni plus ni moins. Enfin, entendre, oui, on va dire la vérité. On va pas rentrer plus loin dans les détails, mais parce qu'évidemment, tu as des gardes à vue, on le sait, où on a poussé les gens à c'est toi, reconnais-le, et que c'était pas eux. Enfin, ça existe aussi, quoi. Bon. Mais je trouve que c'était super intéressant parce que ça te montrait deux flics totalement différents, pas complémentaires, mais totalement différents. Et les deux, finalement très humains. Voilà, mais dans leurs défauts, dans leurs qualités, voilà. Mais j'ai bien aimé. Pour avoir eu la malchance une fois d'être dans une situation où tu cherches à savoir la vérité d'une chose, je reste un peu vague, je vous en rassure, c'est pas aussi grave que dans le film, hein, en tout cas pas d'un point de vue public, et que tu te retrouves à devoir essayer de recréer les choses à coup de comment dire ça, de témoins, à coup de on m'a dit que, à coup de c'est ça, tu vois. En fait, tu te rends compte, et c'est très frustrant par rapport au cinéma où tu finis toujours par la vérité, ou alors même, tu as un Colombo, tu commences par la vérité, puis finalement, c'est quand il va le choper, tu vois. Mais au cinéma, même celui-là, finalement, tu as une espèce de vérité par rapport au cas concret, c'est-à-dire au cas de cette personne qui est accusée à tort. Mais dans la réalité, c'est horrible parce que tu arrives à un moment où tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas vraiment parce que tu es obligé de te baser sur les vrais trucs. Et ça, c'est une expérience de vie que j'ai eue. Et c'est pour ça que quand je vois les gens sur Internet et autres qui sont super sûrs de tout ce qu'ils savent sur un sujet, parce qu'ils ont lu tout ce qu'il y avait sur Twitter, évidemment, je dis Twitter, j'abuse un peu, mais même si vous voulez, et qui sont là, ouais, mais il y a machin. Déjà, en tant que juge, quelqu'un, il doit avoir la tête froide parce qu'il sait que ce qu'il reçoit, il n'est pas vraiment une vérité. Et je pense qu'il doit y avoir des règles dans les lois qui disent quelle vérité est plus ou moins vraie, tu vois, à quel point il doit en tenir compte, vous voyez. Je pense évidemment, c'est un flic témoigne, ça a plus d'importance, etc. Mais c'est pour ça que c'est très difficile de savoir ce qu'il en est vraiment, parce que la personne peut dire tout et son contraire. Il peut le dire avec, comment dire ça, il peut être hyper convaincant dans ce qu'il dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Et quelqu'un qui n'est pas convaincant, ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Je dis ça parce qu'il y a toujours, par exemple, sur YouTube, il y a des dramas. Hein. Ouais, moi je crois que c'est lui, parce que c'est lui qui l'a dit ça. Il y en a un, une fois, il a dit, ouais, oui, il me paraît honnête, toi, quand tu parles, il y a du montage, donc je te fais pas confiance. Voilà. Non, sérieux, j'ai vu ça dans un commentaire, j'ai fait, what the fuck. Donc, le film, bon, il donne une espèce de réponse, mais il joue aussi sur cet aspect-là où justement, tu ne sais jamais exactement ce qui est vrai. C'est pour ça que je l'ai beaucoup dit, même quand on dit des choses, il y a toujours une possibilité, quoi. C'est pour ça que j'aime bien l'idée, le concept un peu fou d'avoir un tout petit peu d'humilité, même un minimum. Il faut aussi un esprit critique, mais un tout petit peu d'humilité face à la justice et à ceux qui rendent justice. Parce qu'il y a plus de 2000 ans d'histoire derrière, tu vois, sur le tribunal, comment on rend justice, tout ça. Enfin, c'est pas une question qui est tranchée. Et j'ai beaucoup de mal toujours avec les gens qui savent mieux que les gens qui ont mené l'enquête, mieux que les gens qui sont juges, mieux que les gens qui sont jurés. Ce qui ne doit pas nous interdire de nous poser des questions sur le fonctionnement de la justice, absolument pas. Et sur la possibilité de peut-être réformer la justice par le biais de loi pour la rendre encore plus équitablement. Mais je fais partie des gens qui modestement pensent que Twitter n'est pas un tribunal et n'est pas une salle de justice et ne doit surtout pas le devenir. Et voilà, quoi. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui, sans savoir, te disent un tel il est coupable, un tel il est coupable, et oui, mais un peu d'humilité sur des dossiers. Depp, Amber Heard, avant qu'il y ait le jugement et tout ça, ouais, moi je pense que c'est une connasse parce que j'adore Johnny Depp. C'est pas un argument, ça. C'est rien, ça. Non, c'est rien. C'est la justice, c'est les faits, c'est l'enquête, voilà. Et même, comme je dis, même comme ça, c'est pas facile.
croyez-moi, c'est pas facile. Ah non, mais c'est même carrément la merde. D'où, putain, on va partir plus loin, mais d'où, enfin, à titre, pourquoi la peine de mort est complètement injuste, au-delà même de ce que ça raconte sur notre civilisation, notre degré de civilisation, tout ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est une peine qui est irréversible. C'est-à-dire que quand tu condamnes quelqu'un à mort et que peut-être qu'à un moment donné il y a doute, il y a suspicion, peut-être que c'est pas lui, tu peux pas réviser le procès. Le mec il est condamné à mort, il est condamné à mort quoi. Et voilà, c'est rendre la justice, c'est pas la vengeance. Bien qu'on a révisé le procès 30 ans après, je pense qu'après 30 ans de prison, je pense que ça lui fait plaisir aussi. Mais bon, vaut mieux ça, au moins il y a cette possibilité. Vaut mieux ça. Et il y a une phrase, bon là, on part vraiment loin. Il y a un truc qu'il faut jamais oublier. Alors évidemment, ça dépend de la gravité des faits, blablabla. Mais il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il vaut mieux laisser partir un coupable que condamner un innocent. Ouais. Si on n'a pas les preuves, évidemment. Hein. Si on a les preuves, le coupable, il est condamné. Mais si on a un doute, c'est qu'on appelle ça la machin d'innocence, là, la présomption d'innocence. S'il y a un doute, parce que imaginez, c'est vous qu'on accuse d'un truc que vous n'avez jamais fait, ça vous tombe sur la gueule et hop, vous voyez. Bref, là on parle de une phrase célèbre qui dit il vaut mieux 100 coupables dehors plutôt qu'un seul innocent en prison. Alors, évidemment, c'est dur à entendre, c'est dur à voilà, mais c'est la présomption d'innocence doit bénéficier à l'accusé. C'est de l'intelligence compliquée, mais c'est de l'intelligence qui va plus loin que la base. C'est vraiment des gens qui ont pris du recul et qui ont pensé à ces choses-là. Bref. Moi, c'est pas ce principe-là en fait de la justice qui m'embête le plus. C'est que la justice ne peut pas être rendue de la même manière envers chacun, suivant que l'on sera pauvre ou bien qu'on sera riche. Il y a une question de richesse. Quand tu es Nicolas Sarkozy, c'est un exemple, hein, vraiment, n'y voyez pas de... voilà. Mais que tu es bardé de thunes et de connaissances, tu peux t'armer d'un champ d'avocats absolument incroyable qui va retarder les échéances, chercher des vices de procédure, enfin te permettre de jouer sur toutes les cordes de la justice pour niquer les rouages de la justice. Voilà. Alors que quand tu es un petit, si tu es forgeron du côté de Guignon, crois-moi que tu peux courir un sacré moment avant de mettre un caillou dans les rouages de la justice. Hein. Moi, c'est ça, en fait. C'est ce manque d'équité. Le film, lui, il parle pas d'argent dans ce cas-là, mais on a dit, il évoque quand même le principe de la classe sociale. Tout à fait. Donc, c'est plus ou moins dans le film, mais plus d'un point de vue classe sociale que vraiment pur argent, image et compagnie. Et tu voulais dire, par rapport à que tu disais que est-ce que le film aurait été accepté pareil qu'à l'époque et tout, tu parlais du fait de relâcher le coupable, enfin le coupable de quelque chose. De présenter un mec dont on sait finalement qu'il est pédophile et qu'on le laisse repartir comme ça. Moi, c'est... Wow. Ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est incroyable. Mais en même temps, quand on regarde... Attention, c'est pareil, je suis pas sociologue, mais quand on regarde un petit peu... comment c'était Maznev, c'est ça Maznev, son nom l'affaire Maznev, où le mec, tu te rends compte qu'il y a 30 ans de ça, il était dans Bouillon de culture ou je sais pas quoi, qui sortait des livres en faisant l'éloge de la pédophilie, qui se tapait des petits garçons, des petits machins, et que c'était génial. On était dans cette société-là, où il y avait une certaine forme en fait de gens, d'élite, dont on regardait pas trop en fait ce genre de choses. Voilà, on était dans cette société-là. Et la société a énormément changé, énormément évolué, heureusement, et pas assez. Et c'est ça, en fait, où tu te dis, mais en fait, ça te montre un peu... Enfin, est-ce que ça te le montre ou est-ce que c'est moi qui le transpose? J'en sais rien, mais j'ai l'impression de voir la société comme il y a 40 ans et que, oui, bon, il était un peu pédophile, voilà, mais il les a pas tués, il a pas tué la Camille, il a pas tué les deux autres, allez, c'est bon, on le relâche, tu vois. Oh, putain, je trouve ça fou, quoi. J'ai pas vraiment cette impression, parce qu'il y a quand même la punition, tu sais, sa punition de vie, tu vois, sa femme qui meurt, sa vie de merde, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une espèce de... Alors, c'est pas c'est sûr, c'est pas la fin la plus morale de l'histoire et la plus... j'ai envie de dire morale au sens chrétien, hein, parce que c'est ce monde-là que ça vient, tu vois, t'es coupable, tu payes, quoi. Mais il y a quand même ce côté punition de vie, tu vois, qui est quand même présent dans le film. Même si, on est d'accord, pas à 200%. C'est pas la justice des hommes.
Voilà. Putain, on est parti loin. Ouais, on va avoir des soucis. Hein. Non, bon, non, pas du tout. Je pense qu'on a été très bien. On en reparlera en off, on se félicitera l'un l'autre pendant que les gens, peut-être quand ça sera diffusé, vont nous chier dessus dans les commentaires. Non, je pense pas. Je pense pas. Bah déjà, il faut qu'ils aient tenu jusque-là. Moi, je suis pas inquiet. Franchement, je suis pas inquiet. Est-ce qu'il y a encore d'autres aspects sur le film? Parce qu'en lui-même, comme on a dit, il a la force de la simplicité d'un huis clos, on va dire, de la simplicité au premier abord, hein, on se comprend. Pour moi, c'est vraiment la quintessence du truc. Au-delà de tout ça, ce que j'aime, c'est le jeu entre Zero et Ventura, que je trouve incroyable. Je trouve que c'est une performance d'acteur absolument éblouissante. Tu vois, ils ont filé le César de meilleur acteur à Michel Serrault, oui, bien sûr, mais je trouve hyper compliqué de pas le filer en même temps, d'en filer deux, et d'en filer un à Ventura, parce que pour être deux, il faut bien jouer, et mon Dieu, qui se renvoie bien la balle, quoi, c'est tout simplement magnifique. Je trouve ça fou d'avoir autant d'émotions, d'avoir autant d'intensité entre juste deux personnes dans un si petit espace pendant plus d'1 heure, quoi. C'est magistral. Et puis en plus, si jamais le film il fait 1h20, donc, et je pense, et bon, ceux qui seront là peut-être, mais je pense que c'est un film qui fonctionne mieux au deuxième visionnage. La première fois, c'est une autre sensation. L'avantage des deux visionnages, c'est que tu profites des deux. Avec le deuxième visionnage, quand tu connais la fin, que tu dis attends, je vais revoir un peu qui dit quoi, comment ça se construit, à quel moment, par rapport à quoi, je trouve que ça un film qui mérite son deuxième visionnage, parce qu'on va pas se mentir, l'histoire en tant que telle, si on suit l'histoire du personnage de Zero, bah, en tant que tel, bon, c'est pas wow, quelle histoire de ouf, mais c'est de la manière dont c'est amené, tout ça, qu'est-ce qui est révélé à quel moment, qu'est-ce que ça cache, etc., etc. C'est là que c'est intéressant. Ouais, c'est le déroulé, et puis le travail du policier pour essayer de faire émerger la vérité, en sachant qu'il fait fausse route. Et c'est ça aussi qui est génial, tu vois, c'est que t'as une nuit d'effort pour qu'à la fin, bah merde, c'est pas lui. Et c'est pas grave, parce que bah du coup la vérité a éclaté. C'est pas lui, mais c'est la vérité éclatée. Et vraiment, ouais, enfin, je peux que conseiller aux gens de se tourner vers ce film s'ils l'avaient oublié, s'ils le connaissaient tout simplement pas. Il y en a plein des vieux films comme ça, notamment des vieux films français que je trouve absolument incroyables. C'est l'occasion aussi alors Guy Marchand, je suis un peu moins fan, mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour le monsieur et j'ai pas de problème avec ça. Mais de pouvoir voir un film avec Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, qui allait, c'est son avant-dernier film, avant qu'elle meure. Je crois qu'elle meurt 6 ou 8 mois après la sortie de ce film-là en 82. Donc c'est l'occasion quand même, voilà, de regarder un film avec des monstres sacrés et des dialogues d'Audiard. Voilà, ça vaut le coup. Il n'y a pas de placement de produit. Hein. Tu t'en doutes, hein, 40 ans après, malin. Je peux faire un petit placement de produit, du coup Non, c'est pas un placement de produit. Est-ce que tu as vu le film de Quentin Dupieux, Au Poste avec Poulvord ? Ouais. Ouais. Parce que tu vois clairement qu'il va chercher son inspiration. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, putain. C'est vrai. Et il est bien aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu une parodie, bon, un peu Quentin Dupieux, c'est-à-dire de moments ça part un peu en cacahuète, mais on peut te dire que c'est une espèce de parodie Au Poste, de Garde à vue. Ouais. Moi, c'est le délire avec le borgne, tout ça. Enfin, il y a un moment donné où c'est extrêmement malaisant, encore une fois. Ouais, après, c'est Dupieux, il est bien. C'est-à-dire, c'est pas une comédie, haha, je vais rigoler, c'est. Hein. Mais Poulvord, un peu... ouais. Poulvord, moi. Si c'était pas autant connu, on aurait pu faire une soirée sur C'est arrivé près de chez vous, mais ça m'intéresse pas de parler de films qui sont vraiment ultra connus, tu vois. Mais C'est arrivé près de chez vous, putain, quelle claque. C'est pareil, mais bon, on va pas refaire la soirée là-dessus, quand même, faut pas déconner. On a déjà parlé de Deux hommes en colère, alors tu dois en faire une vidéo. Ça, oui, ça, je pense. Ah bah ça, tu m'étonnes. Ah ouais, ça, il faut. Mais j'ai d'autres films en tête où je pense qu'à part des personnes de mon âge ou même plus anciennes, ils sauront s'en rappeler, mais je pense que dans les jeunes, je vois dans mes audiences YouTube, tu vois, il y a pas mal de 25-30 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas certains films que j'ai en tête et qui peut leur mettre des bonnes grosses claques. Vraiment.
Moi, j'ai plutôt des 35 et quelques, tu avais plus. Moi, c'est entre 25 et 45. Ouais, moi c'est ça. Mais ceux que j'ai le plus, c'est ceux qui ont 30, je crois que c'est à partir de 35, un truc comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas mal de personnes plus âgées, plus matures, plus de bouteilles, on va dire. On va dire ça comme ça. Je dénigre personne, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'ai de la peine, moi. S'il était flic, lui, je me ferais coffrer en 2 minutes, moi. À vous, ok, voilà, c'est pas du film. C'est moi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot sur ce film? Merci. Merci d'avoir insisté pour que je le voie. Je suis à fief et casse-couille. Oh, ça va, ça allait. Non, mais après cool. Une année, pas à Foudou. Non, parce qu'on n'en a pas parlé tous les jours. Hein. Je veux dire, on s'est laissé des 3-4 mois où, dis donc, en fait, faudrait qu'on le fasse quand même. Et puis le pire, c'est que je regarde si je trouve le film, je fais, ah ouais, je trouve pas bon, je regarderai un autre jour, et puis ainsi de suite. Et puis là, tu m'en as parlé, j'ai fait OK, et je l'ai trouvé tout de suite derrière. Et ben voilà, je pense qu'on peut en rester là. On a fait un peu plus d'1h10. On a pas mal digressé. En même temps, c'est une habitude dans les émissions, notamment quand j'ai un invité. J'aime beaucoup qu'on digresse. J'aime beaucoup. Parce qu'on a parlé du film, on n'a pas parlé que de ça. Et je pense que c'est super intéressant. J'ai envie d'inviter les gens à aller voir ton travail sur ta chaîne. Parce que t'es un mec bien et je te trouve super cool. C'est pour ça que je t'ai invité. Et en plus de ça, je regarde pas beaucoup de gens qui parlent de ciné, notamment parce que en fait souvent les gens ils ont une approche que moi j'aime pas des masses et putain, c'est horrible ce que je veux dire, c'est avec mes mots, ne le prenez pas mal, mais il y a un petit côté un petit peu élitiste si tu veux, où la personne qui te parle de cinéma des fois elle t'écrase un peu et elle te renvoie à ta propre médiocrité, à ton manque de connaissances sur le cinéma et les techniques de cinéma. Ça me plaît. Et voilà, ça me plaît pas des masses. Et toi, c'est tout ce que tu fais pas en fait. C'est au contraire, tu prends les viewers par la main, t'expliques les choses, tu donnes ton sentiment, tu t'hésites pas à aller à donner ton avis, vraiment plein et entier, et aller peut-être de temps en temps à contresens de ce que les gens pensent dans leur majorité. Et ça, ça c'est pour moi, c'est le tampon validé par les rubriques de G qui n'a aucune valeur, ce tampon, mais qui est sincère. J'aime beaucoup. Je regarde pas toutes tes vidéos, tu vois, mais j'adore regarder de temps en temps quand c'est sur des films qui m'intéressent ou des vieux films ou des trucs comme ça. J'adore parce que j'aime bien ta vision et surtout ta manière de l'expliquer, où t'écrases pas le mec qui regarde la vidéo, au contraire, tu l'accompagnes, tu le prends avec toi. Ça, j'adore. Oh là là. Allez voir le beau parleur. Ça vient peut-être du fait que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc je suis pas le plus connaisseur non plus du truc. Eh ben, ça se voit pas du tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment un gros plaisir de te suivre de temps en temps et voilà. N'hésitez pas à aller voir la chaîne du beau parleur. Le lien sera dans la description, bien évidemment. Étant donné que c'est la première de cette émission, et que je sais que j'ai une communauté, parce que c'est comme ça qu'on dit, je m'y mets à parler le langage YouTube, j'ai une communauté, maintenant il faut que je fasse attention, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission, ce que vous avez pensé de Garde à Vue, si vous voulez qu'on fasse évoluer un petit peu le concept, qu'on change des choses, qu'on puisse rajouter des choses. Moi je suis assez ouvert, même si j'ai à peu près, j'aime bien moi le truc un peu discussion comme ça, on prépare un peu, mais on se prend pas la tête, on se prend pas pour qui on n'est pas. J'aime bien ce délire-là. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres séances du Boomer, mais ce sera d'une manière épisodique, et c'est un petit peu comme les histoires de fans de comics. Il faut qu'on en ait envie, il faut que ça fasse vraiment plaisir pour que ça se sente au moment où vous regardez la vidéo, et qu'on est content de vous retrouver et de parler de ça. Et voilà, je vous dis pas à très bientôt pour ce genre de séance, mais ça reviendra régulièrement, quelquefois, de temps en temps. Voilà, je ne dis pas quand. Merci beau parleur. Merci à toi, franchement c'est super cool. C'est un super moment à regarder le film et en discuter, c'est vraiment cool. Et peut-être à bientôt, on va peut-être en refaire une autre. Non, on sait pas, 12 hommes en colère, on sait pas. Peut-être dans un an, encore une fois, on vient d'en parler, un an plus tard, peut-être. Tu sais quoi, faites des montages si on refait un truc comme ça dans 2-3 ans avec nos gueules maintenant. Voilà, pour voir à quel point on a pris un coup de vieux. Bon, les hommes en colère, j'ai déjà vu plusieurs fois, ça tombe bien. N'hésitez pas, vous pouvez en faire des montages, ça fait plaisir.
Je vous dis merci, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, je sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Salut, bisous.